Julius Mondabio, ancien militaire à la retraite de 59 ans, qui brigue un second mandat, et Samura Kamura, technocrate de 72 ans et chef de l'APC. Julius Mondabio, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone, SLPP, l'avait alors emporté au second tour avec 51,8% de voix. La police sierra-léonaise a annoncé dimanche dernier dans la soirée avoir utilisé des bombes lacrymogènes pour disperser des opposants à Fredericton au lendemain des élections présidentielles qui s'est déroulées globalement dans le calme et dont les décomptes de voix se poursuivent. Le principal adversaire du président sortant Julius Mondabio dans cette élection, l'opposant Samura Kamura, a indiqué sur Twitter que des balles avaient visé le siège de son parti dans la capitale. Un porte-parole du Congrès de tout le peuple, APC, le parti de Samura Kamara, a affirmé à l'AFP qu'une femme était morte dans cet incident. Elle était au rez-de-chaussée dans l'unité médicale. Elle est infirmière. Nous avons un petit dispensaire dans notre siège où elle travaillait, a-t-elle dit dimanche soir. La police a indiqué que deux membres de l'APC manifestaient à Fredericton en annonçant au public avoir gagné les élections dans un communiqué transmis dimanche soir à l'AFP. Ces manifestants ont attiré en dehors du siège de l'APC une foule de soutiens qui ont commencé à causer des troubles aux passants, a-t-elle expliqué dans ses communiqués. Quand la situation est devenue insupportable, la police leur a lancé des bombes lacrymogènes pour disperser la foule qui perturbait les gens sur la voie publique, a-t-elle ajouté. Les résultats sont attendus dans les 48 heures qui suivent les scrutins. Aucun chiffre pour la participation n'était avancé dimanche après-midi lors des dernières élections. Celle-ci avait tourné entre 70 et 87%. Présidentielle en Sierra Leone toujours, Julius Maada-Bio en tête après 60% du dépouillement. Le président sortant serait peut-être réélu pour un second mandat. Iverson Kabwawa, reportage. Le président sortant Julius Maada-Bio est en tête de l'élection présidentielle en Sierra Leone avec 55,8% des voix après 60% du dépouillement selon les chiffres partiels fournis lundi par la commission électorale et contestés par l'opposition. Si les tendances se poursuivent, Maada-Bio serait réélu pour un second mandat puisqu'un candidat est élu dès le premier tour s'il recueille plus de 55% des suffrages. Ces premiers résultats officiels sont contestés par l'opposition qui dénonce dans un communiqué le manque d'inclusivité, de transparence et de responsabilité de la commission électorale. Elle soulève aussi l'absence d'informations sur l'origine des scores annoncés. Les résultats définitifs seront annoncés dans les 48 heures selon l'autorité électorale. Quelques 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre Maada-Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans, qui brigue un second mandat, et Kamura, technocrate de 72 ans. En 2018, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone, l'avait emporté au second tour avec 51,8% des voix. Maada-Bio s'est fait le champion de l'éducation et des droits des femmes. Il a dit vouloir privilégier l'agriculture et réduire la dépendance de son pays aux importations alimentaires. Et au Mali, 4 jours après l'annonce vendredi dernier, les résultats du référendum constitutionnel qui a consacré la victoire de oui à 97%, l'autorité de gestion des élections a publié les résultats du scrutin bureau de vote par bureau de vote sur son site internet, sauf pour la région de Kibale où la réalité du scrutin est justement démentie par de nombreux acteurs, ce qui pourrait remettre en cause la validité de ce scrutin. Dans notre temps, le groupe paramilitaire Wagner va continuer ses opérations au Mali et en Centrafrique, a assuré lundi Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe, qui affirme en outre que la rébellion de cette organisation en Russie n'affectera pas la relation entre Moscou et ses alliés. Marie-France Zalina.
Le chef de la diplomatie russe vient de confirmer que le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique. Il affirme en outre que la rébellion de cette organisation en Russie n'affectera pas la relation entre Moscou et ses alliés. Le ministre russe a estimé que l'Europe et la France, ayant abandonné la République centrafricaine et le Mali, ces pays se sont tournés vers la Russie et Wagner pour avoir des instructeurs militaires et assurer la sécurité de leurs dirigeants. Pour les Occidentaux, Wagner est un instrument d'influence russe destiné à avancer les intérêts de Moscou, concurrencer ceux des Européens. Le groupe armé est aussi accusé de commettre des exactions là où il est déployé et d'extorquer les ressources naturelles. Il est à noter que Wagner est actif depuis des années avec des contingents aux effectifs relativement limités en Libye, République centrafricaine et l'Haïti au Mozambique. Il semble que Wagner a surplanté les forces françaises à Bamako en 2022. Le nombre de ses combattants s'est montré à 1500 au Mali. Depuis le 27 janvier dernier, le département américain du Trésor a qualifié Wagner d'organisation criminelle transnationale à la tête d'un réseau procédant de manière systématique à des exécutions sommaires, des viols, des tortures et à d'autres violences physiques au Mali et en République centrafricaine. Autre chose au Nigeria, un nouveau déversement du pétrole dans une installation Shell a contaminé les terres agricoles et une rivière, bouleversant ainsi les moyens de subsistance des communautés des pêcheurs et agriculteurs dans une partie du delta du Niger qui subit depuis longtemps la pollution environnementale causée par l'industrie pétrolière. Les détails avec Jonathan Moué. L'Agence nationale de détection et d'intervention en cas de déversement de pétrole, ou NOSDRA, a déclaré à la Associated Press que le déversement provenait du pipeline Trans-Niger exploité par Shell, qui traverse les communautés de la région de Lemé, dans le Ogoniland, une région où le géant de l'énergie basé à Londres a dû faire face à un recul local de plusieurs décennies dans son exploration pétrolière. Alors que les déversements sont fréquents dans la région à raison du vandalisme de voleurs de pétrole et du manque d'entretien de pipeline. Selon le programme environnemental des Nations Unies, le militant qualifie ce déversement qui a commencé le 11 juin de majeur. C'est l'un des pires de 16 dernières années en Ogoniland, a déclaré Fine Face Dunamen, un militant écologiste dont l'organisation à but non lucratif surveille le déversement dans la région du Delta. Il a déclaré que le marais avait envoyé des reflets de pétrole environ 10 km plus loin, dans les criques près de la capitale pétrolière du pays, Port Harcourt. Shell a arrêté la production en Ogoniland il y a plus de 20 ans au milieu des troubles meurtriers des habitants qui protestaient contre les dommages environnementaux, mais l'oléoduc Trans-Niger continue d'envoyer du brut de champ pétrolier d'autres régions à travers les communautés de la région vers les terminaux d'exportation. La plus grande économie d'Afrique dépend massivement de ressources pétrolières du delta du Niger pour ce revenu, mais la pollution de cette production a privé les habitants de l'accès à l'eau potable, a nui à l'agriculture et à la pêche et a accru les risques de violence, selon le militant. Voici à présent, mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine en bref et en images. Commençons par le Soudan où l'armée s'est retrouvée lundi en difficulté sur plusieurs fronts. À Khartoum, les paramilitaires lui ont ravi le quartier général de la police et son arsenal. Et dans le sud qui borde l'Éthiopie, un groupe rebelle ouvre un nouveau front contre elle. Dimanche soir, après 2 mois et demi de guerre contre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, les paramilitaires des forces de soutien rapide FCR annonçaient dans un communiqué une victoire dans la bataille pour le quartier général
de la police. Dans l'entretemps, le président de la transition du Burkina Faso a procédé dimanche à un remaniement partiel du gouvernement qui compte le départ de 4 ministres, dont ceux chargés de la sécurité et de la justice, a indiqué le secrétaire général du gouvernement. Il a notamment annoncé le remplacement du ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, des postes clés, défense, finances et affaires étrangères du gouvernement de la transition formée en octobre 2022 par le président et capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un putsch en septembre, ne manque pas d'attribution. Et en République démocratique du Congo, un défilé de mode dans l'est du pays espère inspirer la paix et la créativité dans une région touchée par deux conflits. La 9e édition du défilé de mode Liputa a présenté des créateurs, mannequins et artistes du Cameroun, du Sénégal, du Burundi, de France, des États-Unis, d'Amérique, etc. Les organisateurs ont déclaré que c'était l'occasion de délivrer un message de paix et de coexistence pacifique pendant une période de tension sacrée. Pour terminer, à Chypre, la musique est considérée comme vecteur d'intégration. Vous le savez, la musique adoucit les mœurs. Elle peut aussi faire tomber les barrières. Dans ce pays européen, les migrants africains utilisent leur talent pour s'intégrer. Jean-Richard Collet. À Nicosie, si l'on veut retrouver les rythmes africains dans les rues, on peut tomber sur Skybands, composé des musiciens originaires d'Afrique. Ce groupe commence à bien faire parler de lui concernant des festivals ou encore des manifestations privées. Une des raisons de succès, avoir surpris en reprenant des titres connus des Chypriotes. Je pense que nous avons l'habitude de voir ces personnes comme des réfugiés, mais nous devons les voir comme des êtres humains, comme les personnes qu'elles étaient avant de devenir des migrants. Une autre rythmique est celle d'Ibrahim Kamara. La particularité avec ce dernier, il n'a pas besoin d'un groupe puisque les habitants de Nicosie jouent avec lui. Certaines personnes étaient sceptiques de voir des migrants jouer, mais dès que j'ai commencé à chanter, souvent en grec, des gens changeaient le regard sur nous, quoi. Ils changent de regard et puis ils s'intéressent un peu plus. La musique nous a vraiment tout donné. Ibrahim Kamara est arrivé en Chypre avec les poches vides. Mais rapidement, une association lui a confié l'animation d'un atelier de musique. C'est ce qui lui permet de louer un appartement. Mais il n'a pas résolu tous ses problèmes, notamment celui de la régularisation. Même chose pour Skybands. Il semble que la musique soit capable de mettre pas mal de gens d'accord, pendant qu'à l'heure actuelle, l'Europe parle beaucoup d'immigration choisie. Voilà, c'est la fin de ce journal Afrique. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information dans ce programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.